Bonjour et bienvenue pour ce café conscient du 4 mars 2025 sur le thème des perceptions. Les perceptions, c'est un vaste sujet extrêmement intéressant et dont j'avais vraiment envie de vous parler, dans le sens que bien souvent, que ce soit en séance ou même dans la vie de tous les jours, on ne se rend pas vraiment compte à quel point les perceptions ont un impact sur notre quotidien. Je vais vous en parler un peu sur différents thèmes. Comme vous le savez, autant j'aime bien la notion de l'énergie des mots et l'étymologie, d'où ils viennent, comment ils ont été construits dans notre vocabulaire, dans notre langage, mais également quelques notions du dictionnaire, parce que fondamentalement, quand on apprend une langue, on apprend des mots et on apprend leur définition. Et je trouve très intéressant aussi de se pencher sur ce point-là, qui nous amène évidemment à voir les choses sous un angle parfois un peu différent que le premier, entre guillemets, degré de notre façon de capter les choses par rapport à notre quotidien, à ce qu'on peut vivre, que ce soit dans notre corps, dans nos émotions, dans nos relations avec les autres et dans notre perception de nous-mêmes, aussi bien que les perceptions extérieures. Pour beaucoup de choses, j'aborde évidemment très souvent toute cette notion d'extérieur, intérieur, qui est très fortement en lien avec tout ce qui est méditatif, prise de conscience, façon de vivre de manière la plus, je dirais, responsable envers soi-même, parce qu'il faut commencer par soi-même pour pouvoir vivre avec les autres de manière confortable. Évidemment, ce café conscient est un moment aussi d'échange, si vous le souhaitez, si vous vous sentez à l'aise. N'hésitez pas à transmettre certaines informations liées à ce point de vue-là. Ensuite, pour ce qui est de notre café conscient, comme d'habitude, je vais commencer par certaines informations de l'ordre, on va dire, factuel, et ensuite je vous apporterai quelques lectures qui ont pour moi sens avec le sujet. Bien évidemment, ça n'est pas les seules vérités. Je ne m'arrête jamais à ça, c'est seulement pour vous donner certaines pistes, certains supports, et que vous puissiez par la suite vous trouver dans des situations où ça peut vous remettre peut-être parfois dans une posture plus agréable et peut-être différente, en vous permettant de voir cela dans un angle qui ne soit pas toujours celui, comme on dit, du premier degré, comme je vous ai dit tout à l'heure, simplement sur le fait que on est touché dans un premier temps, mais parfois il faut que ça puisse descendre un peu plus, comme je dirais, pour qu'on puisse prendre acte de. Voilà. Donc les perceptions, je vais commencer peut-être par cet aspect, comme je vous parlais, de l'étymologie. Pour moi, l'étymologie, elle est bien souvent importante, et très souvent en séance, j'aime beaucoup prendre le temps d'écouter les gens et les mots qu'ils utilisent, parce que bien souvent, les mots qu'on prend n'ont pas vraiment toujours de vraie écoute, alors qu'en fond, leur énergie, leur étymologie, la création de ce mot, porte en lui quelque chose de fort. Donc, je vais vous faire la lecture de l'étymologie de la perception, à savoir que et la perception est ainsi de ce qui est en lien avec les définitions du dictionnaire. En l'occurrence, il y a plusieurs dictionnaires, bien souvent je peux utiliser le Larousse, voilà, c'est une information comme une autre. Aujourd'hui, je vous parlerai du dictionnaire de l'Académie française. On parle français, on utilise des mots français, et bien évidemment, c'est important d'avoir leur véritable sens. Donc, pour la perception, c'est un mot qui a été emprunté du latin perceptio. Alors, pour les fans d'Harry Potter, ça m'a fait un petit peu rigoler quand je l'ai lu. J'ai pensé à un sort qu'on jetait. Ou entre guillemets, un coup de magie, parce qu'un sort peut être différemment vu d'un point de vue de comment on a l'intention de le lancer, on va dire. Et finalement, c'est intéressant parce que l'étymologie, c'est une de perceptio. Perceptio porte l'énergie de l'action, de saisir par l'esprit et la connaissance. Lui-même dérivé de percipere, recueillir, percevoir. Donc c'est quand même très intéressant de voir déjà que la notion de perception,
Elle lie notre façon de comprendre par l'esprit, par la connaissance, et ce fait de recevoir, recueillir, percevoir. Donc on peut un peu déjà sentir qu'on est dans un mot qui porte quelque chose de l'ordre de je reçois, j'interprète, je comprends. C'est déjà une très grosse information si on prend le mot en lui-même. Mais il n'y a pas que cette portance-là, en fait, dans la notion de perception. Dans la notion de perception, il y a l'action de percevoir une somme due, déjà. Bon, c'est marrant, on commence par ça. Mais c'est qu'on reçoit de l'argent, un salaire, des allocations, etc. Plus spécialement, on peut parler de ce que l'État vient recouvrir. La perception des contributions, des redevances. Par métonymie, l'administration chargée de ce recouvrement, bâtiment où elle se tient, adressez-vous à la perception. Et c'est rigolo, on ne pourra pas dire de réception, on parle de perception. Donc on a sur ce langage-là aussi quelque chose d'intéressant où on est dans l'ordre de recouvrir quelque chose, de venir chercher un dû, une dette, ou une somme due en tout cas. Intéressant à observer aussi du point de vue de comment on peut interpréter ça avec notre esprit, notre mentalisation, qui peut nous amener, ou nos connaissances propres, hein, on le verra par la suite, dans le deuxième point, qui aborde ce sujet, notamment du point de vue de la philosophie ou de la psychologie. Mais déjà, on a une charge sur ce mot qui vient sur quelque chose de dû. À voir par la suite si cela fait sens. Je vais me permettre de boire une petite coupe de thé. Donc la philosophie, la psychologie, c'est la notion perception, c'est un acte par lequel le sujet forme la représentation d'un objet appréhendé par les sens. C'est quelque chose d'assez intéressant puisque quand on fait de la méditation ou on va rentrer dans certains concepts ou philosophies de méditation, bien souvent on parle de la représentation du sujet et de l'objet. Comment l'un interfère avec l'autre ou pas. Et là, on parle de la notion de la perception qui est appréhendée par les sens. Donc, on parle de perception visuelle, auditive, tactile. Par exemple, le daltonisme, c'est un trouble de la perception des couleurs. On ne voit pas les couleurs de la bonne manière. Est-ce que c'est faux ou juste? C'est un fait. Voilà. La perception spatiale, donc c'est la manière dont on appréhende l'espace, suivant comment on a une capacité. Également, on pourrait tendre à la notion de proprioception également. La perception des saveurs qui sont liées forcément au goût, des odeurs liées à l'odorat, et la perception de la douleur. Donc la sensation d'être par le toucher nous amène une certaine douleur suivant l'intensité de cette sensation. On parle aussi de seuil de perception. Et ce seuil de perception, c'est en fait l'intensité maximale qu'on doit atteindre pour qu'un stimulus puisse être perçu par les organes des sens. Donc on va dire qu'à un certain moment, notre seuil de perception, que l'on soit la même personne, la personne X d'une même famille, ou etc., ça ne veut pas dire qu'on perçoit les choses de la même manière et que notre seuil de perception est identique. Il peut être propre à chacun en fonction, on verra également, de ce qu'on a pu vivre dans notre vie et ce qui nous a amené à rencontrer peut-être parfois une dégradation de nos sens, soit par l'oreille par exemple, à cause d'un métier où on est dans un métier très bruyant, sans protection, ou que typiquement on a des AirPods et puis on met le volume toujours au maximum et puis qu'au bout d'un moment on perd un peu d'audition, on n'aura plus la même perception auditive. Et c'est intéressant de l'observer déjà de cet angle-là qui est très pragmatique, qui est très lié aux organes, mais qui peut amener une autre dimension si on prend ça après dans l'ordre d'une notion peut-être un peu plus subtile ou peut-être parfois appelée spirituelle, peu importe comment on l'entend. Mais c'est intéressant de voir d'où le mot vient et de quelle est sa portance. Pour continuer à cela, on parle également des petites perceptions, ça c'est selon Leibniz, qui correspondent à des petites impressions, entre guillemets, trop faibles et trop nombreuses, ou alors trop confuses, qui font qu'on ne peut pas être directement saisi par l'esprit, mais qui s'acquièrent par la conscience réfléchie ou appréhension
du fait de leur enchaînement et de leur répétition. C'est-à-dire qu'à force que certaines choses se passent, etc., on va pouvoir commencer à avoir une forme de réflexion, de conscience là-dessus. Ou alors, si c'est à l'inverse, des effets d'enchaînement, souvent on va avoir ce qu'on appelle effectivement cette aperception qui est liée. Si on prend une extension dans le langage courant, l'action de saisir, d'appréhender des faits par l'esprit, c'est ça la perception. Avoir une perception nette ou confuse d'une situation. Donc la perception des événements, elle peut d'un coup être erronée ou pas forcément correcte. Ou alors elle est très claire, elle est nette. Si on prend la grammaire en elle-même, les verbes en lien avec la perception sont comme voir, regarder, apercevoir, écouter, entendre, sentir. Forcément, on est dans les sens. Et certains verbes de perception peuvent introduire une proposition infinitive comme dans « on entend les oiseaux chanter »,« je l'ai vu arriver ». C'est intéressant cette dernière phrase en parlant de perception parce que bien souvent on dit « ah mais je savais que ça allait arriver ». Je l'ai senti arriver. Et là, on est en lien avec quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, de la pensée, mais peut-être parfois aussi de ce qu'on appelle l'intuition. Donc les perceptions peuvent aussi également être assez souvent galvaudées ou interprétées sous certaines formes. Il n'y a jamais de vérité absolue, c'est pour ça que je vous le dis très fréquemment. On a nos propres vérités personnelles, propres, spécifiques à notre vie, nos expériences, notre environnement. On peut parler de spiritualité ensemble avec grand plaisir. Je ne m'arrête pas à une seule limitation. Pour moi, tout est ouvert. Mais il faut être prudent avec tout ce qu'on va venir vous amener sous des formes exclusives ou uniques. C'est pour tout ce que j'ai pu lire, voir et comprendre, en tout cas à ce jour, et bien quand bien même je ne suis pas la science infuse, je ne crois pas, mais il y a toujours des choses bien différentes de ce qu'on peut imaginer de notre propre chef, si on s'intéresse à un peu plus d'informations à ce niveau-là. J'ai voulu quand même comparer, parce que bien évidemment mon côté un peu justement, voilà, se positionnant toujours dans la forme de l'exploration et de la compréhension sous les formes variées sans être limité, puisque pour moi rien n'est limité, tout est exponentiel, ça peut être comme dans le bien comme positif, on pourra en discuter un certain temps à ce sujet aussi, mais c'est pas le but du jour. Si on prend la notion du dictionnaire, purement, là, en prenant le Larousse, qui est un dictionnaire fréquent, on revient bien évidemment à la notion de perception, la notion de perceptio du latin, il est également évoqué. Mais c'est intéressant aussi de voir qu'effectivement, on est dans l'Académie française, c'est très, on va dire, très complet. Par contre, dans le Larousse, on a la même dimension, mais sous des formes de phrases un peu plus, peut-être, je dirais, directes ou un peu plus, plus directes. Donc le premier, c'est non pas la question de la rémunération. Vous entendez peut-être les petites pattes de mon chien Doki. Donc l'action de percevoir par les organes des sens, la perception des couleurs, ça on en a parlé. L'idée, la compréhension plus ou moins nette de quelque chose, avoir une perception, confusion d'une situation dont les synonymes peuvent être connaissance, impression, sensation, sentiment, vue, et on verra par la suite, évidemment il y en aurait d'autres comme on l'a vu dans la précédente définition. La troisième définition du Larousse, c'est événement cognitif dans lequel un stimulus ou un objet présent dans l'environnement immédiat d'un individu lui est représenté par son activité psychologique interne, en principe de façon consciente. Fonction psychologique qui assure ses perceptions. Donc on voit déjà que la notion de perception amène une notion aussi d'être conscient de la situation. Donc on est dans une situation où on est dans un événement qui est cognitif, qui est en lien avec un stimulus, qui est lié à un objet ou non, qui est présent dans un environnement type pour un individu qui a sa propre représentation d'une activité psychologique qui est interne à sa personne et qui est consciente.
C'est très intéressant de voir ça parce qu'on peut vite se rendre compte que, justement, on a tous des perceptions bien différentes de certaines situations. Et tout dépend de quelle manière on se place et depuis quel endroit on est dans la perception des choses. Généralement, si on est dans cette perception, elle est fondamentalement juste pour nous puisqu'elle est liée à notre interne, à notre prise de conscience, à notre expérience. Et ça ne veut pas dire qu'en face c'est faux, parce que ce sera exactement la même chose pour la personne qui sera en face. Donc, c'est très intéressant si on voit aujourd'hui, d'autant plus avec la notion des réseaux sociaux, toutes ces notions qui viennent nous amener un certain nombre d'informations, où beaucoup de gens viennent présenter également leur perception du monde, d'une situation, et quel impact ça peut avoir. La quatrième définition du Larousse, effectivement, on revient à cette notion d'encaissement, d'appropriation de la personne qualifiée pour en jouir des produits, fruits ou revenus d'une chose. Donc là, on revient à cette notion de somme due, d'acquisition, d'appropriation. Donc on peut aussi comprendre aussi que, vu ce que porte cette notion et ces définitions de la perception, combien même on est dans une situation qui n'a rien à voir avec une somme due, on peut se sentir dans une appropriation de quelque chose, d'une situation. Et je vous laisse méditer sur cette réflexion-là. Et finalement, la dernière, c'est le recouvrement des impositions, comme on avait dit, par le percepteur des impôts, emploi, bureau du percepteur. Donc ça peut être intéressant aussi de se dire que c'est pas forcément la chose des fois qu'on apprécie, combien même, si on vit dans une société, il faut se rappeler qu'on vit en société, en collectif, et que c'est censé fonctionner comme ça avec une collectivité. Moi, je ferai un parallèle peut-être un peu poussif, mais on peut parler à la fois d'une perception de conscience individuelle et d'un coup d'une perception d'une conscience collective, qui peut amener tout ce qui est en lien avec la notion de communauté, de groupuscule, de religion, de croyance, etc. Donc on a un lien qui peut être un peu assez fin quand même, assez proche au fond aussi quand même de la notion de croyance. Et, alors c'est pas le sujet du jour, la croyance, j'en ai fait déjà un atelier conscient, mais c'est intéressant de voir à quel point on peut être impacté individuellement par un précepte collectif, une conscience collective, qui peut avoir un poids peut-être dans notre propre environnement, qui va amener notre sentiment de perception comme étant quelque chose peut-être parfois d'invalidé, à tort, parce que si notre interne est clair et conscient que la situation est nette, sauf si elle est confuse, parce que peut-être qu'elle est confuse du fait que notre propre perception est faussée par l'environnement. Vous voyez la notion d'environnement, de relation, qui peut venir nous impacter à différents niveaux. C'est pour ça que la perception, pour moi, est quelque chose de aussi bien intéressant dans le concret que dans le subtil. Dans les énergies aussi, on parle très souvent voyez bien comment certaines situations peuvent changer dans une pièce et dans un espace où vous êtes seul avec l'arrivée d'une personne, d'un individu, d'un vivant même, d'un chien ou d'un chat, dans votre perception du moment. Et même la situation de certaines personnes avec une certaine énergie très dense ou très forte, ou à l'inverse, très, très basse, ou très... Ça a un impact. Et c'est ça pour vous dire aussi, tout ça c'est une notion de perception, et on en a parlé juste avant également, de cette notion d'intuition aussi. On est moins sujet à utiliser nos intuitions à l'heure d'aujourd'hui, puisqu'on n'est plus vraiment dans un monde, entre guillemets, de danger, on va dire, enfin quand même, on pourrait en parler, mais on n'est plus dans cette époque où on était seul dans des forêts à devoir survivre avec notre seul instinct, et que notre intuition nous disait à ce moment-là, on n'avait pas internet, Google, mon ami, cette plante est-elle comestible, on devait suivre son intuition, peut-être se dire que, en mangeant cette plante, on finissait par terre et décédé. C'est un peu extrême comme situation, mais fondamentalement, on est dans ces dynamiques. Voyez bien que dans un système sociétal, l'être humain, il est quand même bien souvent sujet à cette notion de peur ou d'appréhension, ou d'une perception faussée, comme on a dit, ou confuse, etc. Mais qui va amener à jouer un jeu, alors très en arrière-plan, de vie ou de mort. Je suis accepté, je ne suis pas accepté, je suis vivant, je suis exclu, je suis donc mort. C'est très extrême comme vue, mais c'est une peur derrière très sous-jacente et très primaire qui vient de nos acquis historiques de perception d'une certaine situation il y a fort longtemps. Mais c'est engrammé. Et
quand je parle d'énergie, c'est aussi ce côté-là un peu de ces mémoires qu'on porte en nous. Quand bien même elles ne sont pas systématiques, il ne faut pas toujours les ramener à ça en disant oui, c'est forcément parce que j'ai vécu ça. Enfin, on peut faire changer les choses, on peut les faire évoluer. Et bien souvent, ça n'est pas une fin en soi. Mais c'est à voir, c'est à observer, c'est à savoir qu'on a une portance d'un certain nombre de choses, que ce soit les lieux où on vit, les gens qui nous entourent et les choix que l'on fait. Tout est toujours, entre guillemets, libre, même si parfois on pense que ça ne l'est pas. Voilà pour cette partie un peu, je dirais, souvent théorique, l'étymologie, le dictionnaire, mais ces choses qui sont pour moi extrêmement essentielles, parce que quand on parle d'une certaine chose, il faut, pour moi, avoir l'assise de ce dont on parle du départ. Et voilà, on est dans la langue française, on utilise ce langage, et le langage a des explications et des compréhensions et une portance. Par rapport à ça, j'ai choisi 3 livres pour vous accompagner un peu dans la notion de perception. Là, on va partir dans quelque chose de beaucoup plus, je dirais un peu plus subtil, un peu plus dans la notion de spiritualité, mais toujours dans cette notion importante qui est importante pour moi, cette notion de conscience. Même si la conscience, pour moi, je mets souvent la notion de conscience sous la forme de présence, qui est parfois plus facile à s'approprier que la conscience. La conscience peut faire un peu l'impression qu'on est dans quelque chose de flottant, d'imperceptible, alors que présente, quand je suis présente dans mon corps, je suis là, je suis vivante, je vis ma vie en présence de qui je suis, en fonction de ce que je ressens, et je suis au clair avec ça. Et voilà. On pourra toujours en reparler à ce niveau-là. Voilà. Le premier livre, c'est un livre de quelqu'un que voilà, on m'a initié pendant mes formations et que je trouve extrêmement intéressant. Après, il faut toujours prendre les choses sous sa propre autorité, comme je vous le dis. C'est Joe Dispenza qui a écrit le livre « Devenir super conscient ». En gros, ce livre se dit pour transformer sa vie et accéder à l'extraordinaire, dans cette notion d'être super conscient. Alors, je ne suis pas toujours fan des superlatifs, mais disons que sa manière d'amener les choses peut être assez intéressante. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'ateliers pour accompagner les gens là-dedans, etc. Et qui a quand même une base de philosophie, de notion de méditation et de conscience qui est assez intéressante pour aller dans des niveaux qu'on n'a pas toujours été chercher. Là, il y a une chose que je prends, c'est pour vous donner cette notion de la perception. On peut parler parfois de dimension, dire la perception de certaines choses dans leurs dimensions, dans leurs différents angles. Et lui, il parle de comment créer une réalité pour aller plus loin, qui soit en 3 dimensions. Je vais vous lire peut-être la partie que lui, parce que c'est un travail complet dans son livre, donc il n'y a pas ça dans mon atelier, mais disons que je vais prendre des bribes de ce passage pour vous accompagner dans plus cette notion de perception. Donc il parle surtout d'une notion de mise en lien, c'est-à-dire que nous servons de la technologie du film mental dans notre travail. Donc ça, il parle de ces ateliers. Une fois que les participants ont créé des réseaux neurologiques correspondant à leur film mental, je leur demande d'en choisir une seule scène, de l'inscrire dans un espace-temps spécifique et de la vivre en 3 dimensions au cours de la méditation. À la fin, je vous proposerai cette forme de méditation qu'il propose dans le lien avec cet axe où on met en 3 dimensions. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on est dans le cadre de la perception, et la perception, on l'a vu, ça peut être la vue, les sens, les organes sensoriels. Donc là, on est sur quelque chose, on est en lien avec la visualisation. Et ça, c'est extrêmement intéressant aussi dans notre vie de tous les jours, quand on voit un problème, plutôt que de s'enfermer dedans, c'est de justement parfois le sortir de son contexte et de l'amener sous une forme, effectivement, de film, qu'on va pouvoir mettre en visualisation. Peut-être avez-vous remarqué, dit-il, que la visualisation est une image plate et bidimensionnelle. C'est pour ça que lui l'amène sous cette dimension de plutôt visualiser au lieu d'une voiture plate. C'est l'idée plutôt de créer que vous utilisez vos 5 sens afin de faire une expérience tridimensionnelle et la plus proche possible de la réalité. Ce que je trouve intéressant dans ce concept-là, c'est que effectivement, dans cet aspect de méditation, il va vraiment vous amener à essayer de comprendre par tous nos sens. Et quand on est dans une situation, c'est de la mettre en exergue, entre guillemets, par soi-même, plutôt que de la confronter dans la réalité.
c'est de d'abord la mettre chez soi et d'essayer de faire cet exercice de mise en dimension par nos propres sens. Comme si vous étiez dans le lieu, l'espace, les personnes, que vous entendiez, que vous voyez, que vous sentiez, comment ça fait dans votre corps quand vous êtes dans cette situation. Qu'est-ce que vous goûtez, peut-être aussi. Parce que souvent, non mais vous goûtez quoi, enfin une situation. Si, quand je suis stressée, je vais créer de l'acidité. Et l'acidité va amener dans ma bouche certaines sensations de goût, pas forcément agréables. Et ça, c'est peut-être ce genre de choses. Quand on le fait et on le vit en perception, on peut amener les choses dans un angle différent, d'abord chez soi, avant de se pouvoir la revivre dans la réalité que l'on va voir confronter en vrai. Si c'est assez clair là, pour vous. Donc, je ne vous donne pas tout l'exercice, mais fondamentalement, il va parler également d'une notion de kaléidoscope. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un kaléidoscope, mais le kaléidoscope, c'est ce tube quand on était enfant, puis qu'on regardait, qui avait plusieurs dimensions où les images se tournaient. Elles faisaient différentes formes. Et ça, c'est intéressant pour la méditation ensuite qui va venir. Je m'excuse, j'ai un petit chat dans la gorge, donc du coup je me permets de boire un peu. Bon, de toute façon, c'est un café conscient, donc j'espère que vous savourez également votre thé et votre café pendant ce moment. La méditation du kaléidoscope et du film mental. Avant nos séminaires, nous demandons à nos participants de préparer un film mental, afin qu'ils puissent l'associer à cette vidéo de kaléidoscope pendant le temps de méditation proposé. Nous commençons donc par nous centrer au niveau du cœur. C'est une technique relativement simple qui a été apprise. Puis, nous demeurons dans des émotions élevées pendant plusieurs minutes, à savoir la mise en contexte. Et nous laissons cette énergie rayonner au-delà de notre corps, dans l'espace qui nous environne. Puis, nous la proposons à la méditation qui suit. Donc, pour être assez clair, comme on n'a pas tout le cheminement, simplement que quand vous allez commencer à méditer, vous allez simplement partir dans votre corps et sentir votre cœur. Le plus simple, généralement, c'est de ressentir comment votre cœur bat, comment c'est dans votre poitrine. Essayez de le visualiser simplement comme un cœur qui bat et d'être en conscience avec ça. Pour être en lien, quand on se met en lien avec le cœur, on se met en lien avec l'amour, on se met en lien avec les choses qui sont les plus belles énergies, on va dire, qui nous permettent de pouvoir nous mettre dans un contexte, on va dire, sécuritaire qui est notre cœur, notre présence à nous-mêmes. Et ensuite, de mettre en situation la visualisation de votre espace. Excusez-moi. Quand vous êtes mis dans la visualisation de cet espace, vous allez pouvoir rentrer dans la méditation. Ouais, décidément, ce petit chat a décidé de me gratter la gorge un peu plus longtemps aujourd'hui. Donc, arrivez dans l'instant présent, puis ouvrez les yeux. Fixez ce kaléidoscope, votre situation en plusieurs dimensions, et observez-la. Vous voyez que celui-ci se transforme en forme de transe, un peu comme si votre film se décomposait. Puis, regardez votre film mental. Visionnez encore le kaléidoscope, devant votre film mental. Et avant de recommencer le même cycle, que vous avez suffisamment regardé le film mental, vous pourrez voir la prochaine scène. Cela signifie qu'il s'est inscrit neurologiquement dans votre cerveau. Au fil du temps, vous associez logiquement à votre cerveau. Sauf que vous allez pouvoir changer les moments de la chanson que vous aurez choisi, ainsi que les images de votre film mental que vous voyez défiler, et ainsi les adapter à la situation souhaitée. L'idée d'association pour votre cerveau souvent est automatiquement celle qu'on a des situations vécues passées. Cela amène biologiquement à se souvenir de mieux en mieux de la situation. Or, pour pouvoir adapter celle-ci, il est impératif de pouvoir adapter notre avenir, entre guillemets, visualiser le nouveau film, le nouvel épisode. Ainsi, vous pouvez programmer votre cerveau de manière différente afin qu'il imprime ce nouvel avenir et qui vous permette, par conséquent, de relier vos émotions de manière différente et ainsi
de modifier biologiquement votre corps et en préparation à ce nouvel avenir. J'ajouterai à cela, vous pourriez utiliser ceci du coup en préparation, un peu comme un entraînement préalable. Avant un entretien, on va se préparer. Eh bien, vous pouvez utiliser cette technique pour pouvoir faire cela et vous préparer ensuite à pouvoir adapter votre situation. C'est une méthode que je trouve intéressante puisqu'elle met justement cette notion de perception avec tous les sens. L'idée étant, évidemment, là je raccourcis un peu, mais c'est quelque chose que je fais régulièrement pendant les méditations du mardi soir aussi, c'est d'amener la prise de conscience sur les angles différents, justement de nos sens. Donc de ressentir cet espace et cette pièce comme je vous le disais précédemment. Voilà pour cette première partie. Je vous amènerai une seconde méditation par un autre précepte de Osho, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a beaucoup de manières de présenter les choses, quand bien même la personne sur Terre n'a pas forcément fait les choses parfaitement. Ce qu'il a fait comme travail en amont sur la notion de méditation est extrêmement intéressant. Je reviens à quelque chose également d'important qui est lié à aujourd'hui, je pense, quelque chose qui peut être essentiel, à savoir la communication non violente. On vit dans un monde aujourd'hui qui, pour ma part, je trouve relativement violent et qui peut avoir des impacts, quand bien même si nous, on ne se laisse pas, entre guillemets, complètement envahir par cela. Il y a toujours des possibilités d'observer les choses de manière différente. Et Marshall Rosenberg a créé les préceptes de la communication non violente. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça a pu être décrit également, mais par contre, il y a quand même un certain nombre de choses très intéressantes à prendre dans ce qui peut amener. C'est des bases intéressantes si on a justement cette notion de perception et que du coup, on a de la peine à communiquer autour de ça. Certaines choses peuvent être intéressantes dans la communication non violente. Je ne vous donnerai pas ici tous les détails, je prends juste un point. Ce que lui, il exprime souvent, c'est que la communication non violente est née du désir d'exprimer par l'amour et non pas par la haine. Il y a juste une phrase que j'ai trouvée sympa en ouvrant le livre. Voilà, c'est souvent un peu comme en guidance, entre guillemets, des ateliers ou des cafés conscients. Bien souvent, je prends des livres que j'ai déjà lus et puis je les ouvre. Et souvent, les pages m'apportent des informations qui sont souvent liées à ça. Et en l'occurrence, pour revenir à cette notion de notre perception du monde aujourd'hui qui peut être assez dure, eh bien, c'est de se rappeler que je suis parfaitement conscient de toute la violence qui règne dans le monde. Mais je ne pense pas, pour autant, qu'elle est dans sa nature. Et je trouve que ça m'a ramené à quelque chose d'extrêmement concret aujourd'hui. Parce que fondamentalement, je ne crois pas en la nature violente de l'être humain. C'est juste que ce sont des égos qui sont un peu surexprimés et que fondamentalement on est tous capables d'être dans la notion de respect, d'amour et de bienveillance. Non pas que c'est pour être fleur bleue, mais c'est que c'est une vraie réalité. L'être humain fonctionne beaucoup mieux dans ce format-là. Ça, c'est une autre histoire pour le reste du monde. Je n'ai pas cet impact-là. Je ne crois pas. Pour terminer ce café conscient, je vais vous faire un passage que j'ai peut-être déjà réutilisé, le livre de Osho, Qu'est-ce que la méditation ? Je m'en inspire souvent aussi pour les moments de méditation, les ateliers pour les méditations, ou même parfois dans les séances. Ça accompagne beaucoup. Et c'est pour revenir que la méditation, ça peut être un moyen, justement, également, enfin un outil, plus qu'un moyen, j'ai envie de dire, un outil que vous pouvez avoir à disposition, qui est relativement simple à utiliser. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, j'ai créé un article de blog à ce propos, et également pour vous accompagner dans les premières étapes de la méditation, ou autrement, vous avez toujours la possibilité de me rejoindre les mardis soirs de 20h à 21h, que ce soit à Vinzy en présence ou en ligne également. Vous pouvez venir et être présent grâce aux outils d'aujourd'hui en visio. Et du coup, la méditation, ça peut être un moyen de pouvoir déposer nos perceptions justement différemment. La méditation et conscience, c'est le thème de cette partie du livre. Et souvenez-vous que chaque situation doit devenir une occasion de méditer. Qu'est-ce que la méditation ? Devenir conscient de ce que vous faites, devenir conscient de ce qui vous arrive.
Quelqu'un vous insulte? Devenez conscient. Que se passe-t-il en vous quand l'insulte vous atteint? Méditez là-dessus. Cela change toute la gestalt. Quand quelqu'un vous insulte, vous vous focalisez sur lui. Mais pourquoi il m'insulte? Pour qui se prend-il? Comment puis-je me venger? S'il est très puissant, vous vous soumettez. Vous baisserez les bras. Si au contraire, vous voyez qu'il est faible, vous ripostez. Mais vous vous oubliez complètement. Et c'est l'autre qui devient le point de mire. C'est rater une occasion de méditer. Quand quelqu'un vous insulte, méditez. Gourdajev a raconté ceci. Quand mon père était mourant, je n'avais que 9 ans. Il m'appela près de son lit et me murmura à mon oreille. Mon fils, je ne te laisse pas grand-chose du point de vue matériel, mais je veux te dire une chose que mon père m'a dite sur son lit de mort. Cela m'a énormément aidé. C'est un trésor. Tu es encore petit. Tu ne comprendras peut-être pas ce que je te dis, mais conserve-le. Souviens-t'en. Un jour, quand tu seras grand, tu comprendras. C'est une clé. Elle ouvre la porte à de grands trésors. Bien sûr, Gurdjieff n'a pas su le comprendre tout de suite, mais c'est ce qui a changé toute sa vie. Et son père lui a dit une chose très simple. Chaque fois que quelqu'un t'insulte, mon fils, dis-lui que tu vas méditer là-dessus pendant 24 heures, puis que tu viendras lui répondre. Gurdjieff ne se rendait pas compte que c'était une clé aussi importante et que c'était tellement précieux et qu'il devait s'en souvenir. On peut pardonner cela à un enfant de 9 ans, mais comme c'est son père qui l'aimait tant, qu'il le lui dit juste avant de lui rendre son dernier souffle, cela s'imprima en lui, et il ne put jamais l'oublier. Chaque fois qu'il se souvenait de son père, il se souvenait de ce qu'il lui avait dit. Sans vraiment comprendre, il le mit en pratique. Si quelqu'un l'insultait, il disait « Monsieur, je vais méditer là-dessus pendant 24 heures. C'est ce que mon père m'a dit de faire. Il n'est plus là, je ne peux donc pas désobéir à un mort. Il m'aimait beaucoup et je l'aimais beaucoup. Et maintenant, il m'est impossible de lui désobéir. Vous pouvez désobéir à votre père tant qu'il est vivant. Mais quand il est mort, comment pouvez-vous lui désobéir? Je vous en prie, pardonnez-moi. Je viendrai vous répondre dans 24 heures. Et il dit, méditer pendant 24 heures m'a fait voir très profondément en moi. Parfois, j'ai découvert que l'insulte était juste et que je la méritais. Alors, j'allais dire à la personne, merci, monsieur. Vous aviez raison. Ce n'était pas une insulte, mais une simple constatation. Vous m'avez dit que j'étais stupide, et c'était vrai. Ou parfois, après avoir médité pendant 24 heures, je réalisais que c'était un mensonge absolu. Pourquoi être offensé par un mensonge? Alors je n'allais même pas le lui dire que c'était un mensonge. Un mensonge est un mensonge. Pourquoi s'en soucier? En observant, en méditant, peu à peu, il devint de plus en plus conscient de ses réactions plutôt que des actions des autres. Voilà pour ce thème des perceptions. Je trouve extrêmement intéressant cette partie de méditation qui nous rappelle à quel point parfois on est dans notre perception du moment et de la situation, d'un environnement et par rapport à notre propre aspect interne, nos compréhensions internes, notre connaissance. On a tendance parfois à oublier de se remettre en face à face avec nous-mêmes avant de vivre les choses à l'extérieur. Voilà, je vous remercie de votre présence, de votre attention, de ce moment en direct ensemble. J'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ou alors éventuellement à enregistrer ce café conscient si vous souhaitez y revenir, le réécouter ou simplement, voilà. Merci et je vous souhaite une magnifique journée de soleil et de printemps qui s'en vient. En tout cas, c'est le cas ici pour moi en Haute-Savoie. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.